toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ces mots d'Antoine de Saint-Exupéry reflètent parfaitement l'ambiance de ce lieu. Nous sommes dans le silence du désert de Kizilkoum, en Ouzbékistan, à 40 km du Turkménistan. Ce désert de Kizilkoum veut dire « sable rouge ». Il s'étend sur à peu près 300 000 km², couvrant une vaste partie du pays, entre les fleuves Sirdaria au nord, Amou-Daria au sud et la mer d'Aral à l'ouest. Ce n'est pas seulement une étendue de sable, il est aussi couvert d'une végétation assez importante. Ici, nous retrouvons les vestiges de l'ancienne ville d'Ayascala. Les ruines de cette forteresse ont été témoins de plusieurs épopées du temps des routes de la soie. Le long de ces routes, le temps s'écoulait autrement. Les commerçants connaissaient des délais de livraison de 3, 4, voire 5 ans. Les courriers atteignaient des destinataires déjà enterrés. Une perception du temps impossible à concevoir de nos jours. Mon mari et moi, nous essayons d'offrir la possibilité aux touristes de retrouver les sensations des caravanes du désert en effectuant des mets-arrêts de quelques jours autour de notre campement de yourte. Nos visiteurs peuvent également vivre l'expérience unique de passer une nuit dans notre désert en dormant dans une yourte typique du temps de nos héros nomades. Le chameau. S'il n'avait pas existé, l'Europe aurait sûrement dû attendre quelques siècles de plus pour connaître la soie chinoise. Les routes de la soie doivent beaucoup à ce quadrupède royal et infatigable. Sa résistance et sa capacité à porter de lourdes charges permit aux commerçants de traverser les déserts les plus inhospitaliers et les plus hauts cols de montagne. De nos jours, même si elle est moins mercantile, cette tradition de longs voyages dans cette région du monde se poursuit. Comme pour Étienne et Lauriane, deux jeunes aventuriers français qui ont décidé d'entamer le long périple sur ces routes mythiques. Dans notre voyage nomade qu'on a commencé en Chine et qui nous amènera en Europe en suivant une des routes de la soie, on se retrouve dans ce beau désert qu'on a traversé d'abord en voiture. Ça nous a permis de jauger un peu l'ambiance qui est assez aride, sèche. Et le soleil tapait assez fort aussi en journée. Et puis là, on se retrouve vraiment au cœur de ce désert, la citadelle d'Ayascala, où on va essayer de passer une nuit à la Belle Étoile, et parmi les fantômes des rois morts de la citadelle. Et si on survit, demain on ira à Khiva, une belle ville qui nous réserve de belles surprises architecturales, je crois. De tels couchers de soleil dans le désert sont une expérience unique. L'hospitalité est la première qualité des habitants de ce pays. La seule manière d'offenser un Ouzbek est de refuser son hospitalité, notamment lorsqu'il vous invite dans sa yourte. Là, vous attendent alors différents plats traditionnels accompagnés de vodka en provenance de Tachkent et votre hôte qui vous raconte 1001 anecdotes de la vie dans le désert. Traversons la République du Karakalpakstan, la plus grande région d'Ouzbékistan, soit un tiers du pays, à destination de Khiva. Sur 103 km, le paysage est assez varié. Au début, le sable rouge du désert, et en se rapprochant du fleuve Amou-Daria, plusieurs plantations de coton apparaissent. Ce n'est pas le fruit du hasard. L'Ouzbékistan était le plus grand producteur de coton de l'Union soviétique. Aujourd'hui, il produit encore les 3/4 du coton de l'Asie centrale et reste le 5e producteur mondial. Khiva, aussi connue comme la porte du désert, est une destination incontournable de tout séjour en Ouzbékistan, avec Samarcande et Bokhara. Cette ville a plus de 2500 ans d'histoire. La ville Khiva se compose de deux parties. La partie intérieure, c'est Ishan Kala, et la partie extérieure, c'est Deshan Kala. La ville intérieure est cernée par un mur d'enceinte en pisé,
plus de 2250 mètres de long et 8 mètres de haute, 6 mètres de son épaisseur. 6 mètres d'épaisseur, les remparts. Et les 4 portes de la ville sont orientées vers les 4 côtés du monde. Khiva était l'une des plus anciennes villes de la route de la soie. Durant la période prospère du Khorezm, c'était un des plus grands lieux de commerce international, un véritable carrefour de la route de la soie. Les marchands venaient des 4 coins du monde, d'Afar, de la région de la Volga, d'Inde ou encore d'Iran. Ils se retrouvaient ici pour faire du commerce et continuer leur route vers le Moyen-Orient ou le Turkestan de l'Est et la Chine. Depuis Khiva, il y avait des routes vers la Mongolie, vers Saksan, une ville marchande à l'embouchure de la région de la Volga, à travers les steppes polossiennes. Et les produits échangés se retrouvaient alors en Russie, voire même jusqu'en Europe. Aujourd'hui, Ishane-Kala est habité par environ 1500 familles, redonnant ainsi vie à ce centre-ville-musée. Tout au long de ces 2 km de ruelles, vous serez surpris par un nombre conséquent de marchands et forcément de touristes. Des activités inattendues peuvent avoir lieu, comme ce spectacle de cirque acrobatique, rappelant ainsi l'héritage soviétique de la ville de Khiva. Ishane-Kala recèle aussi des trésors architecturaux. Faisons une halte dans la madrasa Mohammed Amin Khan, une des plus grandes madrasas d'Asie centrale. Cette madrasa a été construite en 1850-1855. Elle se compose de 125 cellules pouvant accueillir 260 élèves. 2 étudiants par cellule. Ils ont fait leurs études ici, ils logeaient là-bas, c'était comme une école internat à l'époque. La madrasa, c'était une école religieuse, école coranique. Les étudiants, ils ont appris le Coran, l'alphabet arabe, la théologie, la philosophie et les mathématiques. L'étude dans la médersa, autrefois, a duré 7 ans. Et Mohammed Amin Khan, en construisant la madrasa, il voulait faire construire un minaret près de lui. Mais sa construction n'est pas finie, c'est le minaret inachevé. Le minaret est tronqué, à cause de la mort du roi, les travaux donc étaient arrêtés. Mais il y a beaucoup de légendes sur sa construction. D'après l'une d'elles, l'émir de Boukhara, ayant appris la construction des minarets à Khiva, s'est mis d'accord avec l'architecte pour qu'il construise encore un minaret volumineux à Boukhara. Mais le khan de Khiva était furieux en écoutant cette nouvelle désobligeante. Il a ordonné de jeter du sommet du minaret l'architecte après terminer celui-ci. Ce minaret de 29 mètres est superbement décoré de majoliques vertes et bleues, une couleur si particulière de Khiva. Ce lieu est fermé aux touristes, cependant la madrasa est bien accessible. En fait, elle est devenue depuis 1979 un hôtel plein de charme pouvant accueillir une centaine de touristes. Les chambres de cet hôtel sont les pièces où les élèves habitaient. Les couloirs, tout au long des arcades, créent une atmosphère unique. Un autre lieu de passage obligatoire à Khiva est le palais de Tosh-Ovli, le palais en pierre. Érigé en 1838 sous le règne du khan de Khiva, il a été construit en forme de labyrinthe et se compose de 165 pièces. On est dans le harem. La partie sud est occupée par 5 auvents. Le premier était destiné pour le khan et les 4 autres pour les 4 femmes officielles du roi. Juste en face, nous retrouvons des autres habitations où vivaient les proches, les serviteurs et les concubines. Pour accéder aux différentes salles du palais, la salle d'audience, du trône et le tribunal, il faut parcourir les étroits labyrinthes du harem. L'ensemble de ces salles fut décoré par les meilleurs artisans de l'époque. Et nulle partie de la construction ne semble avoir échappé à leur talent. Grâce
Grâce à la route de la soie, l'histoire a placé Khiva à l'origine de plusieurs métiers artisanaux. Parmi les métiers qui y ont vu le jour, une place importante revient à l'ébénisterie. Le grand-père de mon père était charpentier. C'est un métier très ancien ici à Khiva. C'est une tradition chez nous. Nous avons toujours beaucoup de travail. Nous faisons des portes, des supports pour le Coran et aussi beaucoup de colonnes qu'on peut même retrouver dans nos mosquées ici à Khiva. Un autre trésor de la route de la soie est le tapis ouzbek. Tisser un tapis ne s'improvise pas. La méthode est le fruit du labeur et de la créativité de générations d'artisans. Tous les tapis sont fabriqués à la main, un travail exigeant et méticuleux. Mais que se passe-t-il avant de tisser un tapis? Dans nos jours, en Ouzbékistan, il y a des fermiers qui s'occupent de l'élevage de vers à soie et qui va avoir bien sûr chaque année des récoltes comme ça. Et après le cocon, c'est la partie de filage. La soie devient comme ça. Généralement, c'est pour les couleurs, on utilise des choses tout naturelles. Par exemple, pour cette couleur, on utilise peau de l'oignon et feuilles de mûrier. Après finir les travaux de coloration, les murs utilisés pour une place pour assécher, bien sûr. On jetait partout, il était couvert le mur entièrement. À quelques kilomètres de Khiva, grâce à la rivière Amou Daria, on trouve plusieurs lacs artificiels. Un paysage atypique dans ce pays. Ceux-ci avaient comme vocation première d'être des réservoirs pour l'industrie cotonnière, mais ils ont retrouvé une nouvelle fonction. Espaces de détente et fermes d'aquaculture s'y côtoient, permettant ainsi de manger du poisson frais dans un pays au climat semi-aride. Le chef Alisher s'installe, allume le feu et prépare de façon simple et la plus naturelle possible le poisson. À peine servi, tout le monde passe à table. L'hospitalité ouzbek n'est décidément pas un vain mot.